Patrimoine Online, la dernière avant l'été, c'est parti. Bonjour Stéphane Paradis. Bonjour Gaëtan. Merci de nous accueillir chez vous dans vos locaux à Reims. Et je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais vous êtes le tout dernier invité de la saison. C'est avec vous qu'on clôture la deuxième saison de Patrimoine Online. Donc merci beaucoup de nous accueillir dans vos locaux. Je vous présente Stéphane Paradis parce que c'est quand même bien de savoir à qui on parle. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le calcul, Stéphane, mais vous avez près d'un quart de siècle à votre actif dans le métier. Vous ne les faites pas. Vous avez commencé en 2001. Vous avez créé Maestria 3 ans plus tard. C'est maintenant un cabinet de 4 collaborateurs. Objectif 6 d'ici la fin de l'année. Vous accompagnez plus de 2500 clients sur les sujets fiscaux, financiers et immobiliers. Et vous avez ouvert 2 antennes déjà, une à Lille et une à Metz. Et toujours pas prévu d'ouvrir une à Paris. Ça, c'est pour le pro. Stéphane Paradis, en perso, c'est un passionné de golf, de sport mécanique. Alors, on peut le voir d'ailleurs dans votre bureau, les maquettes de voitures et la petite maquette aussi du joueur de golf. Vous aimez aussi la méditation et le développement personnel. On sait que la résilience, il en faut parfois, notamment en finance. Alors, je vous pose une question, Stéphane Paradis. Quelle image de la méditation vous parle le plus au quotidien ? J'ai pas d'image en particulier. Ce que j'aime bien, par contre, c'est la mer. C'est très reposant, c'est très zen et c'est très inspirant, on va dire. Ah oui, ça c'est vrai. Moi aussi. On passe aux 3 actus de Stéphane Paradis. Je ne vais pas vous raconter ma vie tout le long. On passe aux 3 actus de Stéphane Paradis. C'est parti. Stéphane, vous aviez donc carte libre pour choisir les 3 actus du mois passé ou à venir qui vous semblaient les plus importantes. Et pour la première, justement, on va se projeter. Vous avez choisi la future baisse à venir, du taux du livret A. Il devrait passer le 1er août prochain de 2,4 à environ 1,8 voire 1,7%. Pourquoi avoir choisi cette actu-là, Stéphane ? J'ai choisi l'actu du livret A parce que c'est un des placements préférés des Français, en fait. Tout le monde quasiment connaît le livret A. Aujourd'hui, il représente une collecte cumulée de 442 milliards d'euros, ce qui est énorme. On ne mesure pas l'impact que ça a, le livret A, et cette baisse. Parce qu'on peut se dire, de 1,7 à 2,4, il n'y a pas une baisse qui est assez importante. Pour les épargnants, elle est importante. Du coup, c'est vrai, ils vont ressentir ça très vite. Vous voulez que je vous dise le chiffre, Gaëtan ? Oui. Ça va avoir un impact de 3 milliards d'euros en moins pour les épargnants. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette actu-là, parce que ça me semble hyper important de sensibiliser les gens. Pour la deuxième actu, on passe sur de l'immobilier. Vous avez choisi de revenir sur le rapport d'Aubrès-Cosson qui fait des propositions pour créer ce fameux statut de bailleur privé dont on parle depuis des années. Effectivement, c'est tout frais puisque ça date d'il y a quelques jours. C'est hyper important parce que depuis de nombreuses années, l'immobilier se porte mal en France. L'immobilier ne va pas bien. Avec les impacts économiques, sociétaux, il y a un manque de logement. Les mécaniques fiscales, environnementales et puis sociétales ne sont pas en adéquation. Et du coup, les investisseurs privés n'investissent plus dans l'immobilier. Est-ce que vous voulez que je vous donne 2 chiffres ? Allez-y. Premier chiffre, 61% des Français aimeraient faire de l'investissement locatif. Deuxième chiffre, seulement 21% le font réellement. Donc, ce qui prouve qu'il y a un vrai problème entre les deux. Si on revient plus particulièrement là sur le rapport, parce que donc il donne des pistes pour créer le statut de bailleur privé, ça c'est une idée qui est portée par plusieurs professions immobilières depuis des années. Qu'est-ce que ça devrait changer en fait ? Concrètement, ça vient sanctuariser des règles, mais des règles qui peuvent quand même changer derrière dans le temps. Alors, effectivement, les règles peuvent changer et on le voit depuis, moi je vous le dis, depuis 25 ans, comme vous l'avez souligné. Vous avez vu passer plein de dispositifs et de lois. Exactement. Malgré tout, il y avait quand même une certaine stabilité, puisque même si chacun des ministres voulait changer le nom dans la loi, le fil rouge restait là. Sauf depuis l'arrêt de la Pinel. Là, il n'y a plus rien. Pour l'instant, il n'y a pas de dispositifs fiscaux. Il n'y a plus rien. Et on a vu les chutes, comme vous l'avez vu dans le rapport, moins 80% de production de logements neufs. Ce qui est alarmant. Mais en même temps, ces dispositifs fiscaux, ils ont déjà aussi été critiqués, notamment par la Cour des comptes, par des rapports qui remettaient en cause à la fois leur efficacité et aussi leur coût pour le contribuable. Le coût, pour avoir bien étudié le sujet et avoir participé justement à ce genre d'études, je pense qu'il faut prendre en compte une chose principale. L'État perçoit 20% de TVA sur un logement neuf, et notamment pour le Pinel, va rendre 18% étalé sur 9 ans. Donc rien que sur la TVA, l'État est excédentaire.
sur les logements. Après, on compte les charges sociales, le fait qu'il y ait des impôts, les taxes foncières, etc., etc. Donc, c'est un mécanisme qui a été démontré, qui est vertueux pour l'État, justement. Est-ce que vous êtes optimiste pour voir ce rapport traduit en proposition, en projet de loi, en décret d'application, concrètement? De ce que je vois, ils ont vraiment pris conscience du problème. Parce qu'en fait, on parle de production d'immobilier et de logement, mais derrière ça, il y a aussi loger les Français. Et on sait que les Français ont de plus en plus de mal à se loger. Donc du coup, c'est une vraie nécessité de société, en plus d'être une nécessité pour l'État. On passe à la troisième actu, Stéphane. Donc là, Oui. on sort de l'immobilier, on va dans le monde des agences bancaires. Vous vouliez revenir sur un chiffre qui a été fourni par une étude d'Infostat Marketing. En 5 ans, près de 3300 agences bancaires ont fermé. C'est plus que sur la décennie précédente. Pourquoi revenir sur ce sujet ? Parce que pour moi, c'est un sujet qui est hyper important. Les agences bancaires, déjà, avaient évolué dans leur façon de travailler auprès des clients. Depuis 25 ans que je suis dans le métier, je voyais qu'avant, il y avait un banquier qui était un banquier, entre guillemets, de famille, qui était là pour conseiller un peu tout le monde. Et maintenant, il y a un banquier qui change tous les 3 à 4 ans. Exactement. Et puis surtout, avec les néobanques qui arrivent, où il y a quasiment plus de banquiers. Déjà que le banquier avait un rôle, on va dire, complémentaire au gestionnaire de patrimoine. Il avait déjà pas assez de temps pour conseiller les clients. Depuis les 5 ou 10 dernières années, il a encore moins de temps pour conseiller les clients. Donc du coup, les gens sont en manque de conseils. Est-ce que vous savez combien de Français épargnent régulièrement ? Non. À peu près 70%. Et si je vous donne un deuxième chiffre, combien de Français pensent être bien conseillés ? Ça doit pas être beaucoup ? 30%? Un peu moins. 20%? Oui. C'est effectivement, c'est pas énorme, mais du coup, c'est une opportunité pour les conseillers en gestion de patrimoine de se greffer dans cette brèche-là et de pouvoir accompagner. Mais en même temps, ça pose des questions parce que la clientèle des banques traditionnelles, des banques de détail, c'est pas la clientèle forcément patrimoniale auquel vous avez l'habitude. Comment le métier, il doit du coup s'adapter? Est-ce qu'il y a une part de marché à les gagner ou est-ce que c'est pas une partie de clientèle qui peut intéresser le métier? En fait, il y a deux questions dans ce que vous venez de dire. Il y avait même plusieurs, elle était très longue, ma elle était question. très longue. Je vais essayer d'y répondre, vous me reprenez si j'ai pas tout bien répondu. La première des choses, justement, c'est une vraie opportunité pour les CGP et surtout pour que les Français comprennent aussi qu'un CGP, c'est complémentaire à un banquier. Tout le monde devrait avoir un CGP. Pour répondre à votre deuxième question, à partir de quand, comment, qui, quel montant? À partir du moment où on a envie d'épargner et de prendre en main son avenir financier. Oui. Parce que c'est là où on a réellement besoin de conseils. Mais il y a une réalité économique et financière pour les CGP, c'est-à-dire qu'avec l'augmentation de la Clairement. réglementation, un temps qui devient de plus en plus compliqué à gérer, de plus en plus de CGP vont vers une premiumisation entre guillemets de leur clientèle, donc vers des tickets plus importants et délaissent la partie la moins fortunée. C'est-à-dire qu'il y a une équation aussi économique pour vous à trouver. Ça veut dire potentiellement changer de modèle économique? Changer de modèle économique, non, puisque notre spécialité, depuis que j'ai repris le cabinet, que j'ai créé Maestria Conseil, nous, on s'approche et on fait mission justement d'aider les gens, peu importe leur situation. Parce qu'en fait, si on peut parler concrètement, les personnes qui sont fortunées ont tous accès à un CGP, facilement. Et limite, ce sont les CGP qui se battent pour conseiller ces personnes-là. Sauf qu'il y a tellement d'autres personnes qui sont aisées, qui épargnent, qui auraient besoin de conseils pour faire les premiers bons gestes, pour justement préparer leur avenir financier, mais qui ne sont pas conseillés, ni par un CGP, ni par les banques. Et c'est pour ça que moi, je me suis positionné dans ce domaine-là et je le vois au sourire de mes clients tous les jours. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir. Alors après, bien entendu qu'il y a une réalité économique Bien sûr, derrière. avec cette fameuse question honoraire, rétrocommission. Exactement. Donc du coup, il faut faire un mix un peu de tout ça pour trouver la meilleure solution en fonction du profil client qu'on a en face de nous. Donc vous avez un modèle hybride. Exactement. D'accord. On s'adapte et on personnalise. Parce que moi, je trouve ça dommage de ne pas conseiller les personnes qui en ont presque le plus besoin. On passe à la suite. Stéphane Paradis, plaisir. merci pour votre analyse de l'actualité.